Les gens tombent amoureux d'un coup. Dans les 5 premières secondes. 1, 2, 3, 4, 5, boum! 5 secondes. Tu as déjà eu ce boum? Je m'appelle Georges. Quand j'étais petit, je rêvais d'apprendre le langage des dauphins, des larves. Je suis chauffeur de taxi. Je porte une robe. J'appelle un tout mensonge. Mais je vous promets de ne pas mentir. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Quand cela soit aidé par une... Allô? Oui. Écoute ma chérie, je suis occupé là. On en reparle plus tard. Bisous. Je voudrais bien fumer, mais j'ai arrêté. Je suis fatigué de mener une double vie, de m'embourber, de m'embrouiller, et d'avoir peur que ce mensonge soit révélé. Ah oui, je suis un trouillard. Et oui, la vérité me fait horreur. Peut-être parce qu'on m'a souvent gavé de cette vérité dans mon enfance. Surtout mon grand-père. Quand j'avais 4 ans, il m'a dit:
Georges! 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 Le Père Noël n'existe pas. Quel que soit ton vœu à minuit, demain matin, ce sera quand même un pull sous le sapin. La triste vérité. Le 24 décembre au soir, quand la pendule a affiché minuit tapant, j'ai fait le vœu d'avoir un pull. Quand j'avais 8 ans, mon grand-père a déclaré: mais il ne s'est pas enfui, ton petit chien est dehors. Il est mort d'insuffisance rénale. Je l'ai enterré derrière la clôture. Puis mon grand-père m'a montré le monticule de verre. La triste vérité. Je l'ai décoré de fleurs. Quand j'avais 11 ans, mon grand-père m'a craché sa colère. Mais il n'est pas parti chercher du travail à l'étranger, ton père, comme le dit ta grand-mère. Il a tué quelqu'un. Et maintenant, il va aller en tôle. Le soir même, mon grand-père m'a emmené au centre de détention. Papa! 2 mois plus tard, au tribunal. 2 mois plus tard, la prison. La triste vérité. Et là, le goût salé des larmes. Ou bien du sang. Car quand tu l'entends, tu serres fort les dents, mordant la joue, et ça met du temps à cicatriser, ça te sert de rappel pendant un moment. J'abreuvais cette triste vérité de mes larmes abondantes, elle grandissait en moi comme une plante avec ses tiges à travers mes traits. Ma grand-mère me consolait en caressant les cheveux. Elle disait qu'une triste vérité valait mieux que les illusions d'un doux mensonge. À l'époque, j'envoyais cette vérité au diable. Je préférais mentir. Mentir inlassablement et sans concession. Tu as fait tes devoirs? Bien sûr.
tu t'es lavé les mains? Évidemment! Tu m'aimes? Elle s'appelait Lucie. Elle était belle. Et elle me voulait. Je t'aime, Lucie. Évidemment. Je ne l'aimais pas. Mais j'avais 18 ans. Et en plus, je pensais que le mensonge rendrait le monde meilleur. On se voyait avec Lucie pendant 3 mois. Seulement chez elle. Seulement pendant la journée. Jusqu'au jour où elles me disent « Une cigogne arrivera bientôt chez nous. » Bon. Pourquoi arrivera-t-elle, hein? On me pourrir ma vie. Lucie planifiait et rêvait, pendant que moi, je buvais. Elle songeait à acheter une robe. Et moi, je buvais. Elle voulait déménager. Et moi, je buvais d'une façon éhontée. Je savais que je ne voulais pas de cet enfant. Ce jour-là, on se posait au bord de la rivière. Le soleil brillait. Lucie me tapait sur les nerfs. Tu n'es pas attentif. Et moi, j'entendais le Père Noël n'existe pas. Lucie était comme une scie qui me découpait en petits morceaux. Tu ne penses pas à l'avenir. Et moi, j'entendais ton chien est mort. Lucie me découpait en pièces avec sa hache invisible. Tu ne m'aimes pas. Et moi, j'entendais ton père s'est pendu en prison. Tout ça à cause de la vérité. J'étais en colère. Je sautais du grand plongeoir dans l'eau. Elle s'est énervée, elle m'a suivi, elle ne réfléchissait pas, elle n'avait que 18 ans. Impulsion, plouf, puis un cri. Les pompiers. Moi, j'ai entendu. Prépare-toi à devenir papa. Non. 8 heures plus tard, je suis devenu papa d'une petite fille prématurée, née 3 mois avant terme.
pesait moins d'1 kilo et c'était mauvais signe. On nous a tout de suite prévenus. Les organes peuvent être sous-développés. Les poumons risquent de ne pas s'ouvrir. Laissez-la, elle peut être handicapée mentale. Putain de triste vérité. Lucie n'avait pas eu de grand-père qui l'aurait rempli de cette vérité toxique quotidiennement au goutte à goutte pendant son enfance. Lucie a eu peur. Et pourquoi tu ne dis rien? Il vaut mieux la laisser. Nous ne sommes pas prêts. Regardez Lucie et je pensais... Et si j'avais fait le vœu d'un avion au lieu d'un pull sous le sapin? Est-ce que j'aurais eu un avion? Et si mon grand-père était un putain de vieux salopard? Le soleil brillait. Lucie me tapait sur les nerfs. Je gardais le silence. Tu n'es même pas capable là, de prendre soin de toi. C'est vrai. La triste vérité. Je suis allé la voir la dernière fois dans sa couveuse. Cette petite créature dans sa couveuse. Vous ne pouvez pas la prendre dans vos bras. Je m'en suis réjoui. Je me suis rappelé d'une tasse de mon grand-père que j'avais brisée pour de bon. Et toutes les choses fragiles qui finissent brisées pour de bon. Vous ne voulez pas qu'elle finisse ainsi? Brisée, comme la tasse de mon grand-père. Et si j'arrivais à l'abandonner, est-ce que je la briserais quand même? Ou bien, est-ce que je l'empoisonnerais avec de la vérité? Combien lui en faut-il de ce poison? Elle ne pèse même pas 1 kilo. Je me suis souvenu de ses poumons, du fait qu'elle pourrait être handicapée. Mais j'ai pas pu la laisser. Je l'ai appelée Victoria. Et dodo.
Un imbécile, c'est mon grand-père, en jurant qu'il allait léguer la maison à son frère. Moi, je rétorquais. Oui, je sais, c'est ce que j'ai commandé pour Noël. Ça hérissait mon grand-père qui se mettait de plus en plus en colère et fout le camp de la maison. Moi, je lui répondais, oui, je sais, c'est aussi ce que je veux comme cadeau de Noël. Mon grand-père est devenu tout rouge, il a levé sa canne vers moi. C'est avéré que mon grand-père avait un cœur. C'est avéré que son cœur ne marchait pas très bien. Il ne savait pas comment réparer son cœur instable et les pompiers sont arrivés trop tard. Nous avons enterré mon grand-père dans un vieux cimetière. Un mois plus tard, c'est ma grand-mère qui est décédée. Et maintenant, il n'y avait plus personne pour me consoler en me caressant les cheveux. Je trouvais un job comme chauffeur de taxi. J'ai acheté une poussette, j'ai accroché une balançoire dans la cour. Le soleil brillait, Lucie me tapait sur les nerfs, Victoria grandissait. Et je me demandais quand est-ce que le bonheur viendra? Nous étions un cours d'argent. Victoria souriait. Lucie ne disait rien. Je persistais à me demander, est-ce que c'est ça, le bonheur? L'hiver est arrivé. Victoria a dit « Papa !» Elle a dit « Papa !» Papa! Elle a dit « Papa !» Elle a dit « Papa !» Elle a dit « Papa !» Lucie s'est vexée. Elle s'en est allée. Comment peut-on continuer à vivre? Victoria fait pipi sur mon pantalon. Si c'était sa façon de me répondre. Je rigolais. Et je pleurais.
ainsi que notre vie à deux a commencé. Bien. Donc, je suis un père solitaire, transporte des passagers solitaires avec sa petite Victoria, son siège bébé, à côté d'eux. Ainsi allait la vie les 3 premières années. Victoria ressentait de la joie à découvrir le monde, et moi de l'épuisement et de l'apathie sans aucune vie personnelle. Et puis, c'est une école maternelle. Elle faisait des dessins, des hérissons en pommes de pin, des fêtes d'automne, d'hiver, de printemps. Et pour moi, c'était taxi, maison, taxi, maison, taxi, maison, taxi, maison, taxi, maison. Il avait des regards pleins de compassion. Seules les femmes savent regarder comme ça, poursuivre des hommes comme moi, sur les aires de jeu, dans les magasins, dans les soirées. Ils compatissent, compatissent, compatissent. Avec leurs yeux remplis de pitié, elles demandent: votre femme est décédée? Et je mens. Je dis que oui, qu'elle est morte pendant l'accouchement. Des problèmes de cœur. Elle est morte du cancer. Je mens parfois et je dis qu'elle a sauté par la fenêtre. Des problèmes d'alcool. Alors, elle tressaille et propose de l'aide. Voulez-vous que je cuisine pour vous? Puis-je vous donner les vieux vêtements de ma fille? Voulez-vous qu'on fasse l'amour? Elles aiment le sexe de compassion plus que tout. Et c'est une sorte de piège qu'elles pensent que le père solitaire ne peut pas dire non. Il n'en a pas le droit. Et commence alors cette intimité forcée qui sépare les gens plus que n'importe quelle guerre. Je ne sais pas pourquoi elle se battait dans cette guerre. Mais moi, je me battais avec la vérité. Avec ma vérité. Allô? Amir, oui. Écoute. Est-ce que tu pourras aller chercher Victoria, s'il te plaît? Si elle pleure, achète-lui une glace. Ok?
Ok, merci. À plus. Une glace sucrée au lieu d'une vérité amère. Je me rappelle très bien la fumée, moi. Non, non. Je vais te tenir. Victoria n'aime pas quand je fume. J'en avais ras-le-bol de bénéficier de sexe par compassion. Alors j'ai intégré le club des pères solitaires. Là où je n'aurais plus besoin de mentir. C'est là que j'ai rencontré Amir, père de jumeaux, dont la femme est morte d'une overdose. Je pensais que c'était ça la vraie vie. Celle qui nous abritait, moi, ma fille, Amir avec Noam et Yasmina, et tout autour ce monde des menteurs avec ces femmes qui s'offrent à toi par compassion. J'ai arrêté de faire confiance à ces créatures du sexe féminin. J'ai même commencé à regarder ma fille de plus près en me demandant oh, elle aussi, elle va finir comme ça. Bon, à l'époque, je ne savais pas que je porterais une robe moi-même. Bien joué. Ou encore, rien imaginer. Tout s'est passé le 23 août. Victoria allait avoir 7 ans. Elle faisait de la balançoire avec Yasmina. Et puis Amir m'a demandé alors, tu as inscrit Victoria à l'école? J'ai oublié. Je file à l'école la plus proche. J'explique à la directrice pathétiquement, je suis un père seul. Elle compatit, le regard embué, une larme au coin de l'œil. Je fais un pas dans le couloir pour éviter de me laisser emporter par ces vagues de compassion. Puis elle me dit, dans un soupir, oh, oh. Allez dans le bureau numéro 12. Vous y trouverez la future institutrice de votre fille. Oh. Je vais vers le bureau indiqué. Dans ma tête, j'ai déjà préparé ma rengaine. Hein. Ça va nous abandonner, je l'élève seul. Je suis fatigué. Mais je ne me suis pas préparé à tomber amoureux. Les gens tombent amoureux d'un coup. 1, 2, 3, 4, 5. Boum! Elle s'appelait Marie. Elle a appris à ma fille à lire. Et à moi. Et à moi. À faire confiance. C'était ce dont je rêvais.
Déjà dans mon enfance, bien avant la maladie de ma mère, être heureux. Je me souviens, nous étions assis au bord de la mer. Et je sentais la main de ma mère sur ma joue et je me demandais pourquoi sa main est-elle si chaude et douce. Cet automne-là, j'étais au paradis. Amir disait qu'on se ressemblait avec Marie, que c'était bon signe, que c'était la clé d'une longue vie commune. Le soleil brillait, Marie ne me tapait pas sur les nerfs, jamais. Victoria l'appelait Marie Jolie. Moi, je l'appelais chérie. Victoria, elle voulait l'appeler maman. Et moi, je voulais l'appeler ma femme. Et elle voulait partir en voyage. Je vais partir avec mes copines. Me changer les idées. À quoi bon ce voyage? C'est à 500 kilomètres. Elle m'a souri. J'ai besoin de nouvelles impressions. Je ne pouvais pas résister à son sourire. Elle craquait pour mes baisers. Et Victoria craquait pour notre famille. Nous étions une famille. J'ai reçu un coup de fil dans la nuit. Une voix froide au téléphone. Le bus touristique s'est renversé. 17 personnes sont mortes, 3 personnes ont survécu, une personne est dans le coma. Elle est dans le coma? Marie? Je ne sais plus comment je me suis retrouvé à l'hôpital. Et puis les tubes, une perfusion, une opération d'urgence. Je reste assis sur une chaise dure dans le couloir. Je déteste. Je la déteste. Je déteste les voyages. Là, sur une chaise dure dans le couloir, j'ai tout décidé pour vous. On va se marier, on va être heureux et plus de nouvelles impressions. Là, sur une chaise dure dans le couloir, je m'accrochais encore à cette dernière lueur d'espoir dont dépendait mon bonheur et puis
Mais le chirurgien est sorti de la salle d'opération. Nous avons fait tout notre possible, mais... Et hop, elle s'est éteinte, cette lumière. Et avec elle, mon bonheur s'est envolé. Il ne restait plus qu'une triste vérité. Connaît-il pas des punching balls dans les couloirs d'hôpitaux? J'aurais frappé. Ou bien des tatanis. J'aurais sauté dessus. Au lieu de ça, je restais assis sur ma chaise dure et je détestais les voyages. Comme si cela n'a rien à voir avec les voyages. En vérité, je détestais moi-même. Seulement moi-même, parce que je l'avais laissé partir. Rentrez chez vous, vous devez vous reposer. Je ne pense pas que l'infirmière s'inquiétait pour mon état de santé. Je pense qu'elle en avait juste marre de me voir assis sur la chaise dure, incapable de dire quoi que ce soit. Je suis parti. Victoria m'attendait. Elle est où, Marie-Jolie? Elle va bien? Vraiment? Elle est OK ou quoi? Papa? Papa? Est-ce qu'elle est morte? Elle est morte? Je suis prêt à tout quand ma fille pleure. Je suis prêt à dire n'importe quel mensonge, mais pas ces larmes. Mais pas ces larmes que le diable les emporte, ces larmes amères qui traînent par les tripes. Marie est toujours à l'hôpital. Je mens. Moi qui avais fait le vœu d'un pull sous le sapin. Moi qui voulais appeler Marie ma femme. Moi qui suis chargé de prévenir sa mère de sa mort, de remplir les papiers pour son enterrement, de lui ramener une robe pour ses funérailles. Moi qui avais juré de ne jamais mentir à sa fille. Moi, celui qui ment. J'ai fait transférer Victoria dans une autre école. Moi, des collègues de Marie, regard compatissant pour cette foutue triste vérité. Oui, Marie est toujours à l'hôpital, dans le coma.
Ah ben, ma petite, ce doux mensonge, tu le trouves comment? C'est bon. Les choses ne faisaient qu'empirer. Victoria me demandait tout le temps. Est-ce que moi aussi je peux aller voir Marie à l'hôpital? Le soleil brillait. Victoria me tapait sur les nerfs. Elle avait hérité du caractère de sa mère. J'essayais de la convaincre de ne pas venir à l'hôpital, mais elle ne lâchait rien. Marie est morte. Je te dis ça. Une dame qui est venue faire la soupe à l'école. Voilà à quoi ressemble la compassion en vérité. Mais bon, Marie n'est pas morte, je dis tout haut. Je sais pas pourquoi je dis ça. Pourquoi est-ce que je mens tout le temps? Marie n'est pas morte, tu vas le voir toi-même. Voilà. Demain, on ira à l'hôpital ensemble, tu la verras toi-même. D'accord? Maintenant, on va chez Amir, tu vas pouvoir jouer avec Yasmina. Les enfants vont jouer. Pendant qu'avec Amir, on boit. Jusqu'à l'aube. Parce que. Il n'y a plus rien à faire. Parce que va bientôt commencer la merde totale. Le lendemain matin, il faisait froid. On s'est précipité à l'hôpital. J'ai emmené avec moi un sac dans lequel se trouvait une perruque de femme et la robe que Marie portait pendant l'accident. La robe que j'avais soigneusement nettoyée de son sang et que je gardais en souvenir dans mon placard. J'avais tout prévu à l'hôpital. J'ai mis la perruque et la robe dans la chambre. L'infirmière m'a branché au respirateur artificiel et puis a collé les tubes avec des gros pansements pour bien couvrir mon visage. Et elle a mis la perfusion de sérum physiologique dans ma veine. Puis, elle a fait rentrer Victoria. Je restais allongé et je priais. Pourvu qu'elle croie en ce mensonge. C'est pas pour rien qu'avec Amir, on buvait jusqu'à 6h du matin. C'est pas pour rien qu'à 6h du matin, je me suis souvenu qu'il disait « Vous vous ressemblez avec Marie. » C'est bon signe, ça va durer. L'infirmière a laissé Victoria avec moi pendant 5 minutes. Je sens les larmes douces et chaudes de ma fille sur ma joue. 2, je sens le poids de son amour. 3, je
Je ne peux pas lui retirer cet amour. 4. Je suis obligé de mentir. 5. Je mens. Regarde bien, Victoria. Wow! Un véritable enfer a commencé avec l'argent pour payer la chambre d'hôpital et les visites supplémentaires. Je me sentais vraiment mal. Au début, je pensais que c'était à cause du mensonge. Et puis, je ne me rappelais plus quel jour de la semaine on était. J'ai quitté mon job. Je cuisinais presque plus. Amir m'a conseillé de faire des analyses. Pendant ce temps-là, Victoria faisait des grues en origami. Pourquoi as-tu besoin d'autant de grues? Je ferai 10 000 grues et Marie-Jolie gagnera. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Je l'ai lu sur Internet. Sur Internet. Je suis allé chez Amir. Au début, je buvais sans rien dire. Tout d'un coup, j'ai crié: non mais sur Internet, mais que t'écrive-t-il? Donne-moi ce menteur, hein? Je vais lui arracher les bras. Basta. À qui est-ce que je mens? J'aime fumer.
la seule cuillère amère de vérité sur tout Internet. Ce tonneau de merde et de miel. D'ailleurs, le miel, c'est du nectar de fleurs, qui est mangé puis vomi par les abeilles. Encore une chose à laquelle il ne faut pas penser quand tu manges ta tartine au miel. Non, je ne pense pas que quelqu'un regardera cet enregistrement jusqu'à la fin. L'histoire de Marie ne s'arrête pas là. Le problème est en moi. Je me sens de plus en plus mal, physiquement. J'ai dit que j'ai fait des analyses. Vous avez vu mon avion? Il est où mon avion? Amir a conseillé de faire des analyses. Celles qui coûtent un bras et dont les résultats te sont envoyés dans une éternité. Et si les résultats sont positifs, tu pleures de chagrin. Si les résultats sont négatifs, youpi, tu pleures de bonheur. Je pleure de chagrin. J'ai encore croqué dans cette putain de triste vérité comme quand tu crampes dans un grain de poivre dans la soupe. Sauf que cette fois, j'ai croqué dans un putain de grain de tumeur. Et en plus de ça, la Victoria, avec ses grues, elle en a déjà fait 9657. Elle est persuadée que cela va guérir Marie. Je ne sais pas ce que je dois faire avec tout ça. Je ne peux pas ressusciter une défunte, encore moins me guérir moi-même. Peut-être que le traitement qui fait tomber les cheveux et qui rend les dents pourries m'aidera. Je dis peut-être que ça va me guérir. Personne ne garantit rien. Mais il y a une chance. Si le traitement ne marche pas, je serai mort dans un an. Quel souvenir vais-je laisser de moi? Pas un grand choix. Papa, mort pour Pâques. Papa, mort pour le 9e anniversaire. Bien, si je ne meurs pas au printemps, ma fille aura un papa mort pour Noël. Je
Joli Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets parmi, non, avec des tumeurs par milliers, n'oublie pas mon petit, non, n'oublie pas qu'il faut me tuer. Joli Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des tumeurs par milliers, n'oublie pas qu'il faut le tuer. La 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 Stop! Que dois-je faire? Demander à Victoria qu'elle me donne ces putains de grues à moi? Ou bien tout lui avouer? Enfin lui dire la vérité? Et écrire ça sur WhatsApp entre les smileys et les cœurs? Pourquoi pas rajouter que le Père Noël n'existe pas, puisque briser les illusions semble être un devoir de père? Victoria! Victoria! Marie et Victoria! 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 Oui, allô, chérie? Tu es en pause là? Écoute, j'ai quelque chose d'important à dire. C'est au sujet de Marie. Combien? 10 000. Très fier de toi. Félicitations. Non, non, je t'appelais juste comme ça. Ah oui, vraiment, oui. Allez, à ce soir. Je t'aime aussi. Elle l'a fait. Dix mille. Demain, Marie doit ressusciter et combattre le coma.
Les gens tombent amoureux d'un coup, dans les 5 premières secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Boum! 5 secondes. Tu as déjà eu ce boum. Je suis épuisé par la maladie. Je suis déçu par la vie. Disparu dans le mensonge. Mais il me reste encore un peu de temps. Alors, je vais avouer. J'étais si peu aimé, à peine aimé. Jusqu'à mes 3 ans, c'était par ma mère. Puis ensuite, brièvement par ma grand-mère. Pendant seulement 3 mois, c'était par Marie. Voilà à quel point mon bonheur a été court. Et tout ce à quoi j'aspire, c'est 5 secondes et puis, au lieu de ça, je nage dans le mensonge universel, submergé encore et encore par de nouvelles nuances de vérité. Je m'appelle Georges. Quand j'étais petit, je voulais apprendre le langage des dauphins, mais là, je suis chauffeur de taxi. Je porte une robe que j'appelle un doux mensonge, mais je n'ai pas menti cette fois. J'ai dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Demain, j'aurai ma propre apocalypse. Demain, de la fenêtre de l'hôpital, s'envoleront 10 000 grues, avec lesquelles s'envoleront les restes de la confiance que ma fille a en moi. Car je ne suis pas Jésus, je ne peux pas ressusciter un être humain. Comment me guérir moi-même sans parler des autres? Tout ce que je sais faire, c'est mentir. Il me reste un peu de temps et j'ai décidé que je ne veux plus mentir. Mais je ne veux pas non plus de cette foutue triste vérité. Personne n'a besoin de cette foutue triste vérité. Car il y a une seule chose dont on a tous besoin. C'est un véritable, sincère et foutu amour.